Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct. On va patienter quelques secondes afin que tout le monde puisse arriver tranquillement et s'installer confortablement. Et puis, nous commencerons ce webinaire sur ce merveilleux voyage au Népal. Donc, je laisse les participants arriver parce que ça arrive encore en nombre. On va entendre quelques secondes. Allez, j'ai l'impression que nous sommes là. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire donc, de Grands Espaces dédié à donc, ce voyage d'exception intitulé « Le Népal de haut en bas sur la piste du tigre du Bengale et du léopard des neiges ». Pour introduire cette conférence, je vais commencer par me présenter très brièvement puisque je ne suis pas le visage que vous avez l'habitude de voir pour présenter ces conférences. Donc, je suis Laureline Armand, je suis responsable des contenus web chez Grands Espaces depuis un petit peu plus d'un an. Donc, aujourd'hui, nous avons souhaité présenter ce circuit car ce voyage 2023 sera une grande première. C'est un voyage véritablement sans équivalent, mais c'est un circuit bien connu par celui qui en est l'initiateur et qui vous accompagnera durant ce périple unique. J'ai nommé donc Monsieur Christophe Bouchou. Bonsoir Christophe. Bonsoir Laureline, bonsoir. Donc Christophe, certains connaissent déjà peut-être Christophe Bouchou, donc, puisqu'il accompagne de nombreuses croisières polaires en Arctique et en Antarctique en tant que chef d'expédition. Christophe est un autodidacte. Il a longtemps été voyageur avec un sac à dos qui l'ont mené à plus de 50 destinations. Et entre tous ces périples, il a vécu donc durant 10 années au Népal, où il s'est intéressé de très près à sa faune et plus principalement au tigre du Bengale. Donc, avant de commencer cette présentation par Christophe, je voudrais juste vous préciser que sur votre droite, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, questions auxquelles nous répondrons à la fin de cette présentation, auxquelles Christophe se fera un plaisir de répondre. Eh bien, écoute, je te laisse maintenant la parole, Christophe, pour présenter ce merveilleux voyage. Merci Laureline. Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes nombreux. Je m'appelle donc Christophe Bouchou. Je pense que pas mal d'entre vous me connaissent déjà. Comme l'a dit Laureline, eh bien, je travaille avec Grands Espaces depuis 8 ans sur les croisières expéditions polaires, Arctique-Antarctique, mais également je fais des accompagnements en Afrique, j'en faisais en Russie et ailleurs. Donc, je travaille, avant Grands Espaces, je travaille depuis 20 ans dans l'accompagnement des voyages aventures et des voyages animaliers. Et ma destination de prédilection, c'est le Népal. Comme dit précédemment, j'ai passé pas mal d'années avec mon sac à dos plutôt que d'aller à l'université ou à l'école. Et c'est au Népal que j'ai posé mes valises parce que c'est un pays incroyable, avec des gens incroyables, une nature incroyable. Et même si j'y ai passé énormément d'années, eh bien je découvre encore et j'apprends encore. Et l'année dernière, j'ai fait un voyage avec ma compagne et on a été dans les montagnes à la recherche du léopard des neiges et on a eu la chance de le rencontrer. Et on a fait, en l'espace de 4 jours, on a fait 2 observations avec 3 individus. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Ça a été, je me suis dit, soit j'ai beaucoup de chance et ça ne se reproduira pas, mais de toute façon, le décor est incroyable. Ou alors, je suis vraiment dans un endroit particulier, accompagné de gens qui connaissent vraiment leur affaire. Et là, il y a quelque chose d'assez incroyable. Donc, je vous ai préparé quelques petites images pour vous parler et vous expliquer en même temps donc, comment je vois les choses. Donc, si vous avez
le catalogue Grands Espaces, le voyage dont je vais vous parler, il est représenté donc par cette page. Hein, c'est le catalogue des destinations hors polaire. Hein, au début, on n'avait pas appelé ça Népal de haut en bas, on l'avait appelé Sanctuaire des Annapurna parce que ça se trouve dans le parc national des Annapurna. Je vais vous montrer où c'est sur la carte. Mais depuis ce voyage, cette présentation rendait moins bien le côté complet de ce voyage, complet dans la géographie, en tout cas, du Népal. Donc, je vais passer à l'image suivante. Vous voyez sur le site internet, si vous regardez le site internet de Grands Espaces, voilà, on a fait sur la piste du tigre du Bengale et du léopard des neiges, qui est vraiment la bonne dénomination du voyage et qui donne l'idée de l'ensemble. Alors tout d'abord, bien ce voyage se passe au Népal. Où est-ce que ça se trouve le Népal? Une petite carte. Vous voyez, ça se trouve en Asie, un petit pays qui est écrasé entre l'Inde et la Chine. Voilà, un voyage donc qui se passe au Népal. Cette photo a été prise justement à l'hôtel où nous allons résider pour justement aller voir ou aller chercher ces léopards des neiges. Le Népal en carte, plus petite. Alors, il faut bien se dire que le Népal, on le comprend mal en le regardant sur une carte à plat, puisque vous avez un pays qui fait aller au plus large, ça fait 350 km, longueur est en ouest, quelques 900 km à peu près. Par contre, au nord, tout au nord, eh bien, vous êtes sur la pointe des montagnes les plus hautes du monde, 8000 mètres d'altitude. Et tout au sud, la frontière sud avec l'Inde, eh bien, vous êtes sur la plaine du Terai, au pied des montagnes. Et là, l'altitude moyenne, c'est 200 mètres à peu près, quelque chose comme ça. Ça tourne autour de 200 mètres. Donc, vous imaginez un pays en escalier avec toute la diversité de paysages que ça représente, de la diversité d'écosystèmes, de biomes. Et toute la diversité phonique que ça entraîne et même la diversité humaine. Donc un pays qui est vraiment unique en son genre. Hein. Au Népal, il manque que la mer, c'est un pays enclavé, il manque que la mer, mais par contre, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de lacs, beaucoup de rivières. Donc l'élément liquide ne manque pas. Alors l'objectif de ce voyage, c'est un voyage animalier. Un voyage animalier, avec pour rêve de pouvoir, pourquoi pas, observer dans leur milieu et prendre en photo deux des plus grands félins de la planète. Donc sur la gauche, bien, vous voyez le léopard des neiges, le félin le plus difficile à observer qui soit, qui a été mis en valeur il n'y a pas si longtemps par le film documentaire donc, de Vincent Munier. Et puis sur la droite, le tigre royal du Bengale. Les deux félins sont présents au Népal. J'ai passé ma vie à expliquer à tout le monde qu'il y avait des tigres au Népal et on s'étonne toujours puisque le Népal est un pays de montagne et on se dit on se dit toujours qu'il ne peut pas y avoir de tigre au Népal parce qu'il y a des montagnes. Mais en fait, si, le Népal comprend également la partie au pied des montagnes où là, on est dans une région subtropicale. Et il y a des animaux tels que le tigre du Bengale. Il y en a d'ailleurs pas mal, peut-être 200-300 aujourd'hui. Voilà, donc l'idée derrière ce voyage, c'est d'essayer de voir ces deux félins. Bien sûr, hein, dans la faune, rien n'est jamais garanti. Mais derrière ces félins emblématiques, eh bien, il y a tout un monde, tout un environnement. Essayer de voir ces félins, ça veut dire aller chez eux. Dans le cas du léopard des neiges, c'est d'aller dans les hautes montagnes, dans l'Himalaya, avec ces sommets enneigés, ces rocs, et puis cette végétation et cette culture humaine particulière. Et puis aller chercher le tigre, c'est aller dans les basses vallées, c'est également dans un milieu particulier, avec des gens et plein d'autres animaux qui habitent avec ce tigre du Bengale. Alors, le voyage commence, donc on atterrit à Katmandou. Katmandou, c'est la capitale du Népal, hein, c'est le premier petit losange que je vous ai mis. L'aéroport international est toujours à Katmandou. Katmandou, c'est un lieu d'histoire, de culture, d'architecture, de vraiment un centre très intéressant qu'on prendra la peine de visiter. Hein.
Et de Katmandou, on va se rendre donc dans la région des Annapurna, dans le parc national des Annapurna. C'est une région de trekking. Pour y aller, eh bien, les trekkers, pour aller là où on va aller, les trekkers mettent 9 jours depuis le bas de la vallée. Il existe une route pour monter jusqu'à cet endroit. C'est par là que je suis monté l'année dernière et je peux vous dire que ça n'est pas la bonne solution pour aller jusqu'ici, puisque cette route, elle est déjà effondrée, elle est coupée en deux. Il n'est absolument pas dit qu'à l'époque où on ira, elle sera praticable. Et puis, bien, c'est la pire des routes que j'ai jamais prises, hein, et j'en ai pris quelques-unes pourtant. Donc, pas question de prendre la route. On va prendre un petit avion, on va faire un charter d'avion, et donc un charter qui va voler de Katmandou dans ce sanctuaire des Annapurna, un petit vol qui dure 1 heure et qui donc aura lieu le matin parce que c'est une région très venteuse. Il faudra absolument arriver avant que le vent ne souffle trop fort. Donc on arrivera directement entre Katmandou qui est à 1400 mètres d'altitude environ, et on atterrira directement à 3500 mètres d'altitude. 3500 mètres d'altitude, c'est le début de la haute altitude. C'est vraiment le début. Ça veut dire qu'on n'est pas tout de suite à 5000 ou à 6000. D'ailleurs, on ne monte pas à ces altitudes-là durant ce voyage, hein. On reste à 3005, maximum 4000 mètres d'altitude. Ce sera donc dans cette petite zone-là. Et ça, c'est la contrainte principale de ce voyage. Quand on me pose des questions sur ce voyage et qu'on me dit physiquement comment ça se passe, est-ce qu'il faut beaucoup marcher, est-ce qu'il faut ceci, est-ce qu'il faut cela, c'est la première des choses. Il faut ne pas avoir de problème en relation avec l'altitude ou de pathologie particulière qui pourrait être aggravée par l'altitude. 3500 mètres, ça n'est pas une très haute altitude. Hein, généralement, quand on fait un trekking, on s'arrête entre 3000 et 3500 mètres d'altitude pour faire un premier palier. Parce que là, il commence déjà à avoir moins d'oxygène que ce qu'on connaît à des altitudes plus basses. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Les pathologies qui tournent autour de l'altitude, c'est des pathologies pulmonaires, cardiaques, voire nerveuses, neurologiques. Il faut vous renseigner auprès de votre médecin si vous pouvez monter à 3500 mètres d'altitude sans problème. Donc, on partira de 2400 à 3500. Il faut s'attendre dans le premier jour, la première nuit, d'avoir le souffle un peu court. Et puis, peut-être, la première nuit ne sera pas très réparatrice, hein. Généralement, on ne dort pas très bien, mais ça passe assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la première contrainte. On arrive dans un décor qui ressemble à celui-ci, donc un décor de haute altitude. C'est le moment où on est entre la forêt et la haute montagne. Donc un décor assez dégagé, assez aride, une grande vallée avec des montagnes magnifiques. Et vraiment un endroit, là, on est en plein Himalaya. Et là, on est au pays donc des léopards des neiges. Pour pouvoir rechercher le léopard des neiges, donc on aura la chance de ne pas avoir à dormir sous des tentes ou dans des sacs de couchage. Le long de cette piste, hein, c'est la piste où les gens viennent faire le trekking, donc il y a des hôtels. Vous allez dormir dans un hôtel, dans une chambre avec une salle de bain, une chambre qui a de l'eau chaude pour se doucher. Donc ça, c'est un vrai luxe, hein. C'est vraiment le grand avantage de cette région, c'est que on n'a pas besoin de monter une expédition ni de dormir sous la tente. On est dans un hôtel. Le soir, on nous aura fait un dîner. Dans cet hôtel, là, moi, quand j'y ai séjourné, il y avait même Internet. On pouvait capter. Il y a de l'électricité parce qu'on fait de l'hydroélectricité avec la rivière qui coule à côté. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est du chauffage. Il n'y a pas de culture de chauffage. Donc, quand il fait moins 5 dehors, il fait moins 5 dans la chambre. Vous avez une chambre avec un lit, des draps. Il n'y a pas besoin de prendre un sac de couchage. Il y aura des serviettes, il y aura tout ce qu'il faut. Mais voilà, il fait froid. Donc, quand vous avez fini de prendre la douche chaude, eh bien, généralement, on ne traîne pas, on se rhabille vite. Il n'y a que dans la salle de restaurant, au rez-de-chaussée, où là, le soir, on fait un petit feu dans un poêle en attendant donc
la nourriture et puis en se racontant les aventures du jour. Voilà donc, à part, les activités vont se passer aux alentours de cet hôtel, dans un rayon, je dirais, allez, couramment 5 km, pourquoi pas 10 km. Entre 5 et 10 km, dans ce rayon-là, on va faire les activités. On part tôt le matin, on part pour toute la journée. Il y aura donc pique-nique et puis donc on est le nez dans les jumelles et on cherche. Vous mettre une autre image. Voilà donc la vallée où j'ai pris les photos donc sur un point d'affût. La marche se fait à vitesse réduite parce que l'objectif, ça n'est pas de faire un trekking, ça n'est pas de faire une marche rapide, c'est d'avancer en direction d'un point précis où il y a des affûts à faire, où il y a 3 vallées qui se rencontrent, et puis de scruter dans les jumelles en continu. Et quand vous avez fait 200 mètres, eh ben, vous avez changé d'angle d'observation par rapport à tel rocher. Il faut remettre le nez dans les jumelles. Donc, la progression dans la journée se fait vraiment à petite vitesse. Il n'y a que le soir, lorsque on attend en fait, les heures privilégiées, ce sont les heures du matin et puis les heures du soir, avant le coucher de soleil. Et là, après le coucher de soleil, dès que le soleil tombe derrière la montagne, la nuit est là et il fait tout de suite 0 degré. Donc là, il faut remettre les habits et puis on rentre au lodge. Alors cette fois-ci, on rentre au lodge d'un bon pas, d'un pas normal. Mais ça veut dire que pendant seulement 5 ou 10 km maximum, je me souviens de 45 minutes pour rentrer, pour peut-être faire 4 km dans le sens de la descente, du coup, où là, on marchait d'un bon pas. Mais tout le reste de la journée, c'est vraiment petit à petit, on attend, on sort les jumelles, on regarde et on cherche. On cherche quoi? Bien sûr, on cherche le léopard, bien sûr. Voilà le petit village. Là, j'ai pris cette photo du toit de l'hôtel où on restait. Je m'étais fait aussi une journée de repos. On part de là, on traverse le village et on part dans la direction des montagnes qu'on voit au fond. En dehors du léopard des neiges, vous pouvez voir des yaks domestiques. Vous pouvez voir alors, on va chercher les barrales, ce qui se traduit par chèvres bleues, qui sont la proie naturelle des léopards des neiges. Donc, on cherche les groupes de barrales puisque potentiellement, les léopards peuvent être à côté pour les chercher. On peut voir des chacals, on pourrait voir des loups si des fois on était très chanceux. Il y a beaucoup d'avifaune, des vautours fauves, le gypaète barbu tous les jours, le gypaète barbu au-dessus de la tête, ça c'est fantastique. Vous avez aussi les corvidés qu'on trouve en montagne, les chocards, les craves, même les grands corbeaux qui sont très impressionnants, et puis quelques passereaux, j'ai vu des petits caudrons échelettes, et il y en a d'autres encore. Vraiment, donc, il y a de quoi observer pendant la journée. Et puis, vous avez ces paysages magnifiques. Vous avez les caravanes aussi de yaks avec les éleveurs de yaks qui passent et qui sont toujours à discuter avec notre accompagnateur local justement de l'actualité du léopard des neiges. Voilà les différents oiseaux. Donc, je vous ai fait un petit panachage. Vous voyez la perdrix de l'Himalaya, les vautours, avec le gypaète, les corvidés et puis quelques passereaux. Il y en a d'autres aussi à découvrir. Dans la catégorie donc, des mammifères, alors vous avez le yak domestique en haut à droite, le chacal doré, qu'on voit aussi dans les basses vallées, qui arrive d'ailleurs en Europe. Et puis les fameuses chèvres bleues qui sont sur les photos de gauche. Là, vous avez un mâle en bas à gauche. Donc ça, c'est la proie naturelle du léopard des neiges. Voilà, si vous avez beaucoup de chance, eh bien, vous avez la possibilité de faire ce genre de photos. Là, le léopard, donc vous le voyez sur le névé, sur la gauche du névé. Il est un peu difficile à voir, surtout que cette observation était un petit peu éloignée. Mais il trône, il faisait chaud. Alors, dans la journée, il fait chaud parce que le soleil, généralement, est sans aucun obstacle. Le ciel est très, très bleu. Et le soleil darde.
Et il ne fait pas froid, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas froid, mais par contre, la préoccupation, c'est les coups de soleil. J'ai pris des coups de soleil sur les mains à force de tenir l'appareil photo. Il a fallu que j'achète des gants pour ça. Donc le froid, c'est le matin. Dans la journée, vous allez tenir avec une petite polaire. Voilà. Et puis donc, possibilité de faire ces observations-là. Bien sûr, hein, encore une fois, l'observation n'est pas garantie. J'espère seulement qu'on aura autant de chances que j'en ai eu. Et puis, plus il y a Dieu, plus il y a de possibilités de voir quelque chose. Voilà une observation plus rapprochée du léopard. Alors ça aussi, c'est assez exceptionnel de prendre des photos de léopard à cette distance. Je suis à moins de 100 mètres quand je prends cette photo. Voilà, et le léopard, bien sûr, c'est très difficile de lui échapper. Et bien qu'on ait pris toutes les précautions, qu'on se soit caché, etc., il nous a repérés, évidemment. Il est parti, mais il est parti pas diamétralement opposé. Il est parti en suivant une tangente qui lui a permis de nous observer. Il était très curieux de nous aussi. Je pense qu'on est très étranger à son environnement. Et puis donc, on ne savait pas tellement qui observait qui à ce moment-là. Voilà pour la partie montagne. Peut-être aurez-vous encore des questions, mais si je dois résumer, c'est ça. Il y a de la marche, mais à faible vitesse et finalement pas beaucoup de marche. Par contre, il y a énormément d'affûts. Il faut s'asseoir souvent et attendre. Et ça, je sais que c'est parfois difficile pour nous autres occidentaux, qui sommes dans un monde où bien le temps, c'est de l'argent et qu'il faut toujours optimiser chaque instant. Là, il va falloir attendre. Attendre et peut-être ne pas voir le léopard. Attendre, mais il y aura toujours quelque chose à voir. Il y aura des paysages fantastiques, il y aura des oiseaux, il y aura des locaux, il y aura les histoires à écouter, à raconter, les partages entre nous. Et puis cette recherche permanente donc, du léopard des neiges. Donc c'est une histoire de patience, hein, beaucoup de patience. J'ai parlé aussi d'ouverture d'esprit parce que on est sur le terrain, hein, on est dans un endroit qui est extrême. On est en haute altitude, on est dans un endroit où il y a très peu de gens qui vivent, où il n'y a pas les installations habituelles. Hein. C'est pour ça que j'insiste bien sur les histoires de santé par rapport à l'altitude, parce que sur place, il n'y a pas d'hôpital, il y a un petit centre de soins, mais vous êtes mieux équipé avec votre trousse de secours que le centre de soins. Donc, voilà, il faut avoir cette ouverture d'esprit. On est dans le Haut-Himalaya, au fin fond du Népal, un pays pauvre et peu développé. Donc ça, c'est important de bien garder ça à l'esprit. L'aventure est magique, hein, et il ne faut pas s'accrocher absolument à la possibilité de voir le léopard. Même si vous ne le voyez pas, vous allez voir ses traces, vous allez voir c'est les carcasses qu'il va laisser, il va être là de toute façon dans le voyage. Et si vous avez de la chance, voilà, vous pourrez peut-être ramener le genre de photos que j'ai ramené. Une fois qu'on a passé 5 jours donc, dans l'Annapurna, on va revenir, l'avion va revenir nous chercher et nous ramener à Katmandou. Et de là, nous allons prendre à nouveau un avion, mais cette fois-ci un avion de ligne, ce ne sera pas un charter. Et il va nous emmener dans la même journée. Il y a une journée de transition entre les deux. Donc, on revient à Katmandou, on va changer d'avion et on va cette fois-ci dans la partie sud-ouest du pays. Alors, on va passer de 3500 mètres d'altitude, on va passer à Katmandou 1400 mètres. Et de Katmandou, on va passer jusqu'à Nepalganj, qui est la ville la plus proche donc, du parc national de Bardia. Et ça se trouve à 150 mètres d'altitude. Voilà, un vol... on verra l'enchaînement des vols, mais on arrivera à Bardia dans la journée de Nepalganj et on prendra un véhicule qui nous emmènera donc jusqu'au parc national de Bardia et jusqu'au lodge qui est le mien d'ailleurs dans lequel nous allons passer donc 5 jours dans la jungle népalaise du Terai. Voilà le dessin du parc national de Bardia. Ça fait 980 km², Bardia, le parc national de Bardia.
Donc, imaginez, c'est toute la zone verte hein, entre la partie tout à fait au nord, en haut à gauche, et puis sur la droite. Vous avez 70 km à peu près. Et puis, la partie la plus large, donc, qui se trouve tout à fait sur la gauche, la frontière gauche, elle fait 25 km de long, le long de la rivière Karnali. Voilà, le Bardia est plutôt plat. Au nord de Bardia, vous êtes sur des collines qui font de l'ordre de 1000 mètres. Hein, mais au Népal, 1000 mètres, c'est une colline. Et puis, tout à fait dans la partie sud, là, on est vraiment dans les parties très basses, sur une centaine de mètres d'altitude. Là où j'ai fait le petit point avec Resiched Resort, eh bien, c'est là où on va rester. C'est le lodge qui se trouve juste à l'entrée du parc national de Bardia. Ce parc national est un endroit incroyable, puisque vous avez encore dans cette immense forêt des paysages qui sont propres à cette région, à savoir donc la forêt de Salles. On appelle la forêt de Salles. Les Salles sont des grands arbres de ce qu'on appelle de bois de fer, de bois dur. Hein. C'est un peu l'équivalent de nos chênes. Vous avez des zones de savane. On n'appelle pas ça des savanes là-bas. Hein. On appelle ça des fantas, donc des zones sans arbres. Et puis, tout autour des systèmes lacustres qui sont importants. Vous avez donc la rivière Karnali sur l'ouest et la rivière Babai à l'intérieur. Vous avez ce qu'on appelle la ripisylve, donc la forêt qui court autour de la rivière. Et c'est là que la plupart des animaux donc, se trouvent dans cette zone. Au Népal, vous avez énormément d'ethnies aussi. C'est un pays d'environ 26 millions d'habitants, avec une soixantaine de groupes ethniques. Et là, vous avez donc le groupe ethnique des Tharu. Et c'est une population qui est venue depuis l'Inde il y a une centaine d'années et qui vivait auparavant donc, dans cette forêt. Cette forêt qui a été morcelée et puis coupée. Bardia, comme d'autres parcs nationaux au Népal, dans la plaine, sont d'anciennes réserves de chasse royale. Donc, ça a été protégé, c'est un parc national depuis 1988. Voilà le petit lodge, une vue du lodge où vous allez rester. Bien, c'est un peu difficile de rendre sur une photo, mais vous voyez un endroit très nature, très boisé, avec beaucoup de verre. Il y a également de très jolies fleurs. Et puis, on est très proche donc, du parc national. On est en plein cœur d'un village qui est très, très traditionnel. Ce n'est pas encore très développé de façon touristique. Voilà le lodge. Là, vous avez la salle de restaurant qui est la réception, qui est là où on prendra tous nos repas, où on prendra l'apéritif le soir, parce que c'est quand même tenu en partie par un Français, donc il y a l'apéritif. Et puis bien là, j'espère qu'il y aura des histoires d'animaux, de rencontres, de photos, de tigres. Vous avez en bas à gauche la chambre. Alors, ce n'est pas un 4 étoiles, c'est juste propre, c'est fonctionnel. Vous avez une salle de bain privée attenante qui est fonctionnelle, propre, avec de l'eau chaude. Dans la plaine du Terail, là, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème avec les températures. Au mois de février-mars, on aura des températures qui seront tout à fait correctes, autour de 25 degrés, 20-25 degrés. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ça, c'est l'entrée du parc national par lequel il faut rentrer tous les matins. C'est pas la seule entrée du parc, mais c'est l'entrée principale. Donc, ça commence à être connu, Bardia, parce que il y a des photos qui circulent avec des photos de tigres incroyables. Donc, c'est par là que la plupart des visiteurs rentrent pour leur expérience dans le parc de Bardia. On va visiter le parc de Bardia de plusieurs façons. Principalement, on sera dans la Jeep, mais il faut faire attention parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un safari à l'africaine, vraiment. Parce que les animaux à Bardia ne sont absolument pas habitués encore à la présence de l'homme. Ça ne fait pas si longtemps qu'il y a des humains qui rentrent dans le parc avec des véhicules. Et les animaux gardent une certaine méfiance vis-à-vis de ces véhicules. Donc, ça n'est pas comme en Afrique ou parfois même en Inde où on peut s'approcher très près des animaux. Ils sont complètement indifférents à notre présence. La Jeep va nous servir, bien sûr, à circuler, mais elle va nous servir à aller de point d'affût en point d'affût où parfois on descendra de la voiture et on s'assera sous un arbre à observer un paysage très ouvert en espérant que des animaux y passent.
Là, vous avez sur cette photo des cerfs de Duvaucel qui sont dans le fond. C'est un grand cerf qui fait à peu près 200 kg, qui fait un bon mètre 20 à l'épaule. C'est un cerf qui est en voie de disparition et qu'on trouve principalement justement au pied des Himalayas. On ira également à pied dans cette forêt. Là, on a notre observateur qui regarde des éléphants. On a une population d'éléphants sauvages dans le parc national de Bardia, mais pas que. Je vais vous énumérer les possibilités. Le safari à pied est un safari exceptionnel, surtout en territoire de tigre. Toujours, on me dit, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux? Eh bien, évidemment, hein, le risque zéro n'existe pas, mais on fait plein de choses dangereuses dans notre vie. Vous prenez des avions, vous conduisez des voitures, en particulier, c'est très dangereux, mais vous y allez avec des spécialistes, avec des gens qui connaissent, avec des gens qui ont appris, et du coup, la part de risque, elle diminue fortement. Et là, c'est la même chose. Donc, il y aura possibilité donc, de jouer entre ces deux formes de safari, entre la Jeep et puis la marche. Pourquoi pas aussi, on a aussi des embarcations flottantes pour aller sur la rivière. Tout dépend du niveau d'eau qui est très fluctuant ces dernières années, puisque les moussons sont importantes et changent les cours des rivières. Donc, parfois, d'une année sur l'autre, c'est possible ou pas possible. Quand vous rentrez dans la forêt le matin, vous avez ce type donc, de paysage. Une forêt, ce qu'on appelle subtropicale, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une jungle. Quand on parle de jungle, hein, généralement, on pense à la forêt tropicale qu'on peut trouver en Amérique du Sud. Ici, on est dans des forêts tempérées c'est des forêts qui peuvent ressembler parfois même aux forêts d'Europe qu'on connaît, mais elles sont encore habitées d'animaux sauvages de façon importante, puis ce sont des forêts primaires, hein, ce ne sont pas des forêts qui ont été plantées ou qui ont été trop exploitées, et elles sont encore très très authentiques, avec notamment d'importants systèmes lacustres hein, qui viennent des glaciers de l'Himalaya. Une très importante avifaune, là, si vous êtes amateur d'oiseaux, le Népal, c'est un pays fantastique. Rien que dans le parc national de Bardia, on dénombre environ 600-650 espèces d'oiseaux différents, en comptant bien sûr les migrateurs et les visiteurs d'hiver. Des martins-pêcheurs, il y en a plusieurs espèces. Le rolier d'Inde aussi, qui vient nous visiter au printemps, justement. L'oiseau que vous voyez là, ce n'est pas un colibri, c'est un suimanga, c'est la version du subcontinent indien. Des pics, vous en avez des dizaines d'espèces. Beaucoup d'oiseaux de proie également, et puis l'incroyable calao bicorne, hein, qu'on appelle aussi le grand calao, qu'on peut voir aussi à Bardia. Ça, c'est un peu le tigre des oiseaux. C'est une rencontre incroyable. Hein. Un oiseau qu'on entend avant de voir, puisque c'est son envergure de plus de 2 mètres hein, et fait un son avec l'air qui est très particulier. Vous avez également de nombreux mammifères, donc des espèces de cervidés. Il y en a 4 espèces, et principalement donc, le cerf axis, le cerf tacheté, que vous voyez en bas à gauche, qui est la nourriture principale des prédateurs, en particulier du tigre. Le cerf de Duvaucel, je vous en ai déjà parlé, mais il y a également des cerfs sambars. Vous avez des singes également. En dehors du macaque rhésus, vous avez l'antelle qu'on voit ici, que vous connaissez peut-être sous le nom de langbourg aussi. Des rhinocéros unicornes, hein, ça c'est la deuxième superstar avec l'éléphant d'Asie, le rhinocéros unicorne. Il y a des crocodiles, il y a des chacals, il y a des mangoustes, il y a beaucoup d'espèces d'animaux. Et puis bien sûr, hein, vous l'attendez tous, hein, c'est le tigre royal du Bengale qu'on peut observer aussi à Bardia. Alors pareil, l'observation n'est absolument pas garantie, il faut beaucoup de patience. La base du safari à Bardia, c'est l'affût. C'est s'asseoir sous un arbre et attendre. Et plus vous attendez sous le même arbre, sans bouger, sans parler, sans faire de bruit, sans faire quelque chose qui peut faire remarquer à l'animal que vous êtes là, plus vous avez de chances de pouvoir l'apercevoir ou le voir. Ça dépend. C'est une grande leçon d'humilité. De toute façon, pendant ces affûts, il y a toujours quelque chose à voir, ne serait-ce que le paysage aussi. Les paysages de cette plaine du Terai sont magnifiques.
il y a toujours un oiseau, il y a toujours un singe, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et puis, si on a de la chance ou si on est bien encadré, eh bien, on peut avoir la chance d'avoir un chat de 250 kilos qui passe devant vous et qui vient très souvent donc, dans la rivière pour se désaltérer ou pour se baigner dans ces périodes qui sont des périodes chaudes. Voilà une autre photo. Donc, j'ai pris cette photo cette année, l'année passée. C'est comme la photo du léopard des neiges, la photo de présentation, hein, léopard des neiges et tigre. Eh bien, ces deux photos, je les ai prises dans la même quinzaine. Et c'est ce que j'aimerais reproduire avec vous. Voilà ce tigre-là qui est passé très proche de moi, une trentaine de mètres, qui m'a vu, hein, mais qui m'a ignoré. Les tigres ne vont pas venir vous chercher. Hein. Vous êtes des étrangers dans leur environnement. Et puis, eh bien, ça les intéresse pas de venir vers vous parce que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, le tigre est beaucoup dans les habitudes alimentaires. L'expérience du tigre s'obtient par l'apprentissage de sa mère et sa mère va lui expliquer ce qui est bon à manger et ce qui n'est pas bon à manger et vous ne faites pas partie de ce menu. Les accidents dont vous pouvez entendre parler sont des accidents et c'est le plus souvent les humains qui se mettent dans des positions où potentiellement il peut se passer quelque chose. Ici, vous êtes encadré par des professionnels qui vont justement faire en sorte que vous ne rentriez pas dans ces situations. Et les choses se passent très bien. Ça fait plus de 20 ans que je visite ce parc à pied, avec un bambou, et je ne me suis jamais fait attaquer par un tigre. Je me suis permis cette photo parce que cette année en particulier, bien, ça a été une très grande année pour les léopards. C'est un félin qui est extrêmement difficile à voir, qui est nocturne et qui est solitaire et qui vit dans les forêts justement assez denses. Et cette année, bien, les léopards ont également bénéficié de toutes les mesures qui ont encouragé la croissance du nombre de tigres au Népal. Et les observations de léopards ne sont pas impossibles du tout. Ce qui ferait que potentiellement, dans votre voyage, vous pouvez, si vous êtes très chanceux, voir 3 des grands félins de la planète, 3 des grands panthéras donc, de la planète. Le léopard des neiges, le tigre du Bengale et pourquoi pas le léopard commun que j'ai pu photographier également cette année. Voilà, quand on aura passé donc 5 jours dans la jungle du Népal, la jungle donc du Térail, eh bien on reprendra un avion qui nous ramènera donc à Katmandou pour la fin de notre séjour. On passera une journée à Katmandou à faire des visites puisque Katmandou est un endroit d'histoire. Vous avez 3000 ans d'histoire à Katmandou, puisque c'était sur une route de commerce qui était entre les hauts plateaux tibétains et l'Inde. Donc des caravanes passaient par ici pour échanger, faire du commerce, ravitailler, etc. Et donc, il y a eu un grand développement. C'était un lieu de rencontre de différentes cultures également. Donc, il y a une grande richesse historique, architecturale, artistique, une grande proximité avec différentes cultures. Et il y a des choses à y voir. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des stupas, qui sont des monuments du bouddhisme. Le bouddhisme est très actif. Le Népal est un pays, c'est le pays où est né Bouddha. Mais il est principalement hindouiste. Vous avez des communautés donc bouddhistes également, avec donc des Népalais qui sont généralement des gens charmants, des gens très attachants également. Là, vous avez ce petit garçon sous les drapeaux à prière. Les anciens quartiers royaux de Katmandou, avec ces vieilles pierres qui ont été bien sûr reconstruites suite au tremblement de terre. Donc vous aurez des visites guidées en français avec des gens qui savent vous faire parler les pierres. Voilà l'ancien quartier royal de Katmandou qu'on appelle le Durbar Square, qui a été donc reconstruit. Alors cette journée de visite
sera accompagné d'une journée de liberté. Ces 2 journées, je les garde sous le coude, si vous voulez, parce que l'avion pour aller en Annapurna est un charter, et ce charter, bien sûr, va dépendre des conditions météorologiques. Et je ne peux pas les connaître à l'avance, bien entendu. Donc, il se peut que bien, le vol soit retardé d'un jour, peut-être 2. Et de fait, les visites à Katmandou ou les journées de libre bien, serviront à ça pour temporiser ces attentes. Et si des fois il n'y a pas de retard, eh bien, on les gardera simplement à la fin pour pouvoir profiter de la visite et puis pour pouvoir faire une journée de shopping à Katmandou. Il y a plein de choses à acheter à des prix très intéressants. Et puis, c'est une bonne occasion également de faire marcher l'économie locale d'un pays qui a besoin de se développer. J'ai terminé mon petit exposé. Je pense vous avoir dit la plupart des points importants que je voulais vous exposer. Donc, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Mais avant cette question, je vais vous parler de cette photo parce que ce n'est pas une photo qui a été prise au hasard. Vous pouvez presque voir tout à fait sur la gauche de la photo, un petit peu en profondeur, derrière l'enrochement un peu sombre, vous avez le village qui est là. Et là où je suis assis, si vous regardez juste en face, de l'autre côté de la rivière qui est un peu asséchée à cette époque, eh bien, vous voyez ce petit décrochement avec ce plat qui est ici. Eh bien, c'est le premier endroit où j'ai fait ma première observation de léopard des neiges. Du bout des jumelles, j'ai vu ces 2 léopards qui tournaient justement autour d'un troupeau de barrales. Ils ont fait des tentatives de chasse qui n'ont pas été fructueuses et puis ils se sont couchés sous un arbre. Et c'est là que nous avons eu le temps de faire le tour de la vallée et de remonter de l'autre côté pour ensuite essayer de faire les photos un peu plus rapprochées. Donc voilà le type d'affût dans lequel on peut être. On est assis dans ce décor et du bout des jumelles, eh bien, on cherche n'importe quel mouvement, n'importe quelle forme féline, n'importe quel signe qui pourrait nous faire penser que les animaux sont là. Donc voilà, asseyez-vous, regardez la photo, cherchez. Et vous êtes déjà, je l'espère, dans le voyage avec nous. Laureline, s'il y a des questions, eh bien, je peux essayer d'y répondre. Tout à fait. Oui, il y a quelques questions. Déjà, merci pour cette belle présentation. Ça donne envie d'aller à la rencontre de cette faune et de ces panoramas magnifiques. Alors, il y a beaucoup de questions et d'inquiétudes plutôt légitimes sur l'ascension en avion jusqu'à la région de Manang pour l'absence de paliers qu'il y aurait. Est-ce que tu peux nous en dire plus, rassurer un petit peu les gens sur cette montée en avion et sur l'absence de paliers? Oui. Alors, l'absence de paliers. Alors, il n'y a pas vraiment de paliers. Hein. Quand on parle d'altitude, les paliers, hein, c'est les paliers de décompression pour la plongée. Il y a une histoire de pression aussi. Mais vraiment, hein, j'en ai parlé au début. 3000, 3005, c'est vraiment le début. C'est le début du moment où on va ressentir les effets de l'altitude. C'est là où les personnes très sensibles vont commencer peut-être à avoir un mal de tête ou avoir le souffle court. C'est le début. On n'est pas, c'est pas comme si vous montiez directement à 5000 mètres. Il existe hein, des excursions depuis Katmandou où on vous emmène voir l'Everest. Alors, bon, ça coûte une fortune, hein, mais il y a un hélicoptère qui vous emmène directement à 5500 mètres devant l'Everest, là, pour l'observer. Et vous restez 15 minutes et ensuite vous descendez dans un hôtel à 4000 pour prendre un petit déjeuner et vous revenez à Katmandou. Ça existe, ça, dans la journée. Et bon, jusque-là, ils n'ont tué personne. Donc là, on est sur 3500 mètres d'altitude. Comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas d'expérience avec l'altitude, il faut juste voir avec votre médecin votre état de santé, à savoir est-ce que vous avez une pathologie ou quelque chose qui fait que vous pourriez être sensible à l'altitude. Mais 3000, 3005, en dehors de quelques inconforts, normalement, vous ne devez pas avoir plus de mal que ça à vous acclimater. Hein. Vous
dis, moi, l'année dernière, quand je suis monté, bon, moi, je suis monté déjà jusqu'à 6000 dans ma vie, mais l'année dernière, bon, on n'a pas eu mal à la tête, même ma compagne, hein, qui est pas forcément habituée à l'altitude. On n'a pas eu mal à la tête, on n'a pas bien dormi le premier soir, quoi, c'est tout. Et le lendemain, bah, de toute façon, après, avec la marche, avec le reste, bah, dès le deuxième jour, c'était sans problème. Vraiment. Il y avait aussi une question encore au niveau de l'altitude, s'il était possible de recevoir de l'oxygène dans cette région. Alors, jusqu'ici, j'ai pas eu connaissance que ça se pratiquait au Népal. Je vais me renseigner pour en avoir. Maintenant, l'oxygène, c'est vraiment quelque chose que vous donnez à quelqu'un qui est en train justement de faire une réaction grave à l'altitude. Et ça arrive, ça on le voit quand les gens vont faire des trekking et qui montent trop vite. Et quand ils sont à des cols à 5005, là, et qui commencent à vraiment avoir des effets, on voit qu'ils vont s'évanouir et qu'ils ne vont pas tenir le coup, là, on leur donne de l'oxygène. Mais c'est vraiment pour les aider à survivre pendant qu'ils descendent. Donc là, bon, peut-être que j'essaierai d'avoir ça, je me renseigne, mais il ne faut pas penser que c'est une solution à votre mal de tête ou à vous aider à passer un cap de confort. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est un traitement pour sauver votre vie, quoi. Donc, à ces altitudes-là, normalement, ça sert pas. Je vais me renseigner à savoir qu'on en est. L'autre solution qu'on a, si vraiment vous arrivez là et puis manifestement vous avez un problème, il y a quand même la route qui existe. Donc, on peut prendre un véhicule et tout de suite, là, en 1 heure, perdre 1000 mètres et vous emmener plus bas. Mais voilà, je ne pense pas que ça soit une inquiétude à partir du moment où, de façon évidente, vous n'avez pas de pathologie particulière qui fait que vous êtes sensible à l'altitude. Une personne normale qui arrive à 3000, 3005 va avoir des effets, mais ça doit être des effets modérés. Ok, merci pour ces réponses. La suivante, c'est y a-t-il besoin d'apporter des bâtons? Est-ce que le sol est caillouteux? Oui, le sol est caillouteux. Le sol, c'est une terre battue, hein. Il n'y a pas de goudron ni rien du tout. Il y a des cailloux. Les bâtons peuvent servir, effectivement. Alors, les bâtons, ça va être un choix, hein, parce que si vous avez des jumelles ou une lunette ou d'un appareil photo, vous allez sans arrêt enlever les bâtons, poser les bâtons, et puis prendre vos jumelles. Je sais que moi, les bâtons, j'en ai pris, parce que j'avais à ce moment-là ponctuellement un problème de genou. Mais c'est vrai que pour l'observation, hein, vous imaginez, vous êtes les bâtons, on s'arrête toutes les 5 minutes, on s'arrête pour prendre les jumelles et reprendre les bâtons, peut-être l'appareil photo. Donc c'est possible d'avoir des bâtons, mais je ne suis pas sûr que ça soit très pratique. Mais si vous avez les articulations un peu délicates, si vous voulez être sûr de bien tenir sur vos pieds, parce que effectivement, c'est un chemin avec des cailloux, vous pouvez prendre des bâtons. Ok. Qu'est-ce qu'il en est des dénivelés durant ces marches? Alors, les dénivelés, donc, il n'y a pas tellement de dénivelés. Et puis, si vraiment vous marchez pas bien sur des éventuels dénivelés, on a toujours une option de la piste. Vous avez la piste de trekking qui passe donc par le village et qui est sur le trajet qu'on fait pour aller au point d'affût principal. On peut aller à ce point d'affût principal par différents chemins, autres que la piste. C'est-à-dire, on peut passer par le fond de la rivière que vous avez vu en photo, là, sur la dernière photo, hein, et puis remonter à ce moment-là vers le point d'affût. Donc là, il peut y avoir un certain dénivelé. Maintenant, si le dénivelé est quelque chose de pas possible, vous pouvez passer par la piste. On pourra faire des sous-groupes à ce moment-là. On peut faire 2 sous-groupes et puis arriver au même endroit en prenant différents chemins. Ça ne posera pas de problème. Mais on peut prendre une option aussi. On va improviser plusieurs chemins. On ne va pas tout le temps prendre le même chemin. On peut aussi aller sur la vallée d'en face, faire une journée, et puis sur la vallée du côté village pour une autre journée. On peut essayer de zigzaguer entre les deux, là où les signes aussi nous emmèneront. Merci. Prochaine question, plus sur les équipements.
d'une part les équipements vestimentaires et d'autre part l'équipement photo. Qu'est-ce qui est préconisé et quel zoom toi tu as utilisé pour prendre ces magnifiques photos? Alors, les équipements, tout d'abord, donc il faut des bonnes chaussures, ça c'est sûr, des bonnes chaussures que vous avez déjà utilisées, hein, les prenez pas neuves, vous connaissez le truc. Et puis, alors ça c'est un peu, un peu la subtilité en Annapurna. Le matin, dès que le soleil est caché, il fait 0 degré. Donc là, il va falloir des vêtements qui vont vous couvrir, qui vont faire que vous ayez chaud. Mais dès que le soleil est là, la température va monter 15, 20 sans problème. Donc, je pense que le plus important, c'est d'avoir des vêtements qui soient coupe-vent, vraiment. Parce qu'une fois déjà que le vent est coupé, à partir du moment où vous avez marché un peu, là, on va avoir chaud. Et ça va permettre aussi de mettre en dessous peut-être une petite doudoune, mais quelque chose qui ne soit pas trop volumineux, puis vous avez ces doudounes maintenant là, qui se plient dans une petite poche comme ça, là, qui fait une boule de 15 cm. Moi, j'aurai ça avec moi sous un coupe-vent. Et je pense que ça ira bien. Donc, il faut vraiment penser à ça, des vêtements coupe-vent. Et puis, pensez surtout à la protection contre le soleil. Moi, je pense que je vais prendre carrément une cagoule l'année prochaine pour ne pas avoir des coups de soleil pendant les afflux. Il n'y a rien pour vous cacher. Vous voyez le paysage qui est derrière moi. Hein, il n'y a rien pour vous cacher. Il n'y a pas d'ombre ni rien. Donc, il faut vraiment avoir une solution pour vous couvrir. Hein. Je mettrai des gants pour ne pas avoir des coups de soleil sur les mains. La crème ne suffit pas, ou alors il faut en mettre 10 fois dans la journée. Ça va être un petit peu compliqué. Après, équipement photo, ça dépend les photos que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez faire de la photo purement animalière, évidemment, plus longue la focale, mieux c'est, parce que c'est très, très difficile de parier sur des rencontres rapprochées ou sur des possibilités de photos rapprochées. Donc, moi, j'avais un 150-600 Sigma sur un Nikon D500. Voilà, maintenant, si vous voulez faire du paysage plutôt que de l'animalier, il faut plutôt une focale plus courte et un angle plus large, quoi. Il faut faire attention aussi à quelque chose, c'est que dans le charter, le petit avion qui va nous amener, on va être limité en poids. Donc, venir aussi avec 3 boîtiers et puis un trépied et puis une longue vue et autre chose, vous allez vite être limité. Donc, il faut quand même une solution versatile avec les équipements photo. Faire attention à ça aussi. Très bien, merci pour ces réponses. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées, en tout cas pendant cette présentation. S'il n'y en a pas d'autres pour le moment, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup, Christophe, pour cette belle présentation. Merci à toi. J'espère. Tu es bienvenue, hein, d'ailleurs. Merci. Et puis, écoutez, sachez que donc alors, je vois d'autres petites questions peut-être apparaître. Alors, j'ai une question sur le circuit Inde-Népal. Je pense je ne sais pas si tu veux dire 2-3 mots, Christophe, là-dessus. Bon, c'est un autre voyage, donc il faut pas tout. Je pense pas qu'il faille tout mélanger. Les personnes peuvent passer par toi et puis m'envoyer leurs questions directement par email. Il n'y a pas de problème. Voilà, l'équipe Grands Espaces reste évidemment très disponible, à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous aurez sur d'autres voyages ou sur celui-là après ce webinaire. Sachez que le webinaire sera disponible en ligne, en replay, donc vous recevrez le lien d'accès par mail juste à l'issue de cette conférence. Et puis, nous restons évidemment à votre entière disposition pour toute question. Sur les dates de ce voyage, pour l'instant, on est du 23 février au 9 mars. Il reste quelques places, pas beaucoup, à voir si nous développons ce voyage et rajoutons peut-être une date s'il y a beaucoup de participants. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir assisté. Merci à toi, Christophe. Et puis, à très bientôt avec Grands Espaces. Merci, belle soirée. Bonne soirée, à bientôt.